participants. Et je crois que je vais essayer de changer d'ordinateur parce que là où je suis actuellement, et avec Zoom, je n'arrive pas à partager mon écran. Donc, je vais peut-être configurer la vie privée de mon... Donnez-moi juste une minute que j'aille sur notre PC. D'accord, très bien. Gaël, tu lui as donné tous les droits, j'espère? Oui, bien sûr, il a tous les droits. Ok, merci. Voilà, c'est pas très chose là. Allô, oui, Ulrich, monsieur Fassinou est là. Hein? Monsieur Fassinou est avec nous maintenant. Okay. Roger, bonjour, comment tu vas? Oui, bonjour, ça va bien. C'est un grand plaisir de revenir en ligne. J'ai dû faire des gymnastiques ici en quelques minutes pour me retrouver encore avec vous. Bon, voilà, fais confiance. Allez, fais-toi plaisir. D'accord, d'accord. Donc, salut les amis, salut à tous. J'espère que vous me recevez. OK. Donc, alors, je crois que la séance d'aujourd'hui, ce ne sera pas moi seul qui vais parler. Et je vais essayer de discuter avec toute l'attention des participants afin qu'on puisse voir ensemble ce qu'on peut faire par rapport à la sécurité des informations. Mais je crois que le thème d'aujourd'hui, c'est la participation citoyenne et la protection des données sur Internet. Qu'est-ce que cela peut vous faire quand vous entendez le thème protection des données sur Internet? Est-ce qu'il y a un volontaire? Allô, vous m'entendez, n'est-ce pas? Est-ce que l'Assemblée me suit? Oui. Qu'est-ce qu'on entend par protection des données sur Internet? On a trois mots. On a données, on a protection et on a Internet. N'est-ce pas? Donc, la séance d'aujourd'hui sera consacrée seulement à la protection des données des utilisateurs sur Internet. Chaque fois qu'on navigue sur Internet, on expose des informations. Et c'est pour cela qu'il est vraiment important de présenter à toute l'opinion civile qu'est-ce qu'il faut mettre sur Internet, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre sur Internet. Donc, c'est pour ça que j'ai conçu ce petit guide. C'est un guide que j'ai conçu en 24 heures. J'ai conçu ça depuis hier soir. Et vous m'excuserez un peu parce que je parle plus anglais que français, mais je vais essayer de faire du bilingue, de faire l'anglais et du français. On va tous se comprendre et ça va y aller. Alors, qui suis-je apparemment? Et très peu me connaissent dans l'Assemblée. Et comme a dit M. Bounou, je suis Roger Fassinou, on peut m'appeler Roger, et je suis ingénieur en sécurité aux Nations Unies de 2019 jusqu'à aujourd'hui. Je suis également curateur. Curateur veut dire je crée des contenus pour le milieu de la cybersécurité. Donc, je crée des examens, je conçois des laboratoires virtuels pour les candidats qui voudront faire des tests de sécurité. Donc, je suis sur ces plateformes que vous voyez sur mon écran. Il y a des réactions. Je suis également Red Teamer. Je suis Red Teamer également à All-in-One Benin. Ça, c'est une entreprise de consultation en sécurité en Afrique de l'Ouest. Et nous travaillons beaucoup avec les entreprises africaines, européennes et américaines. Et Red Teamer, c'est un vocabulaire, un jargon. Il y a de l'écho. Il y a de l'écho dans la salle. Il y a de l'écho dans la salle.
Je crois que c'est bon. Non, non, attends. Roger, attends. Qu'est-ce qu'il fait sur parce que si la personne n'a pas excuse-moi. Le fait est que, tu vois, on n'a pas voulu qu'ils se prennent chacun de leur ordinateur, ils sont dans une salle, tous ensemble, et on te projette sur le lieu. OK. Et ça fait des échos. Maintenant, on va créer un mécanisme qui est pas c'est pas de collecter ou pas, c'est comment on fait pour construire la bonne condition de parler, etc. Ouais, donc, ce qu'on fait, ce que je suggère, s'il vous plaît, ce que je suggère, peut-être que si vous présentez, il y ait un ordinateur pour les gens qui peuvent poser des questions. Ouais, tout à l'heure, maintenant, il a demandé aux gens est-ce que vous pouvez penser de telles choses? C'est parce que peut-être les micros ne sont pas à côté de vous, des choses comme ça. Donc, Roger, s'il te plaît, dans le dispositif, il faut savoir que une personne qui lève la main peut te passer quelqu'un d'autre qui va poser une question. Est-ce que les gars ne sont pas tous devant l'ordinateur opérationnel dans le Zoom? C'est bon, tu m'as compris? Allô? Oui, c'est bon. Ok, d'accord. S'il vous plaît. Donc, déconnectez-vous. Ok, il y a un seul ordinateur de quelqu'un. Une question, si vous avez des questions. Parce que je ne voulais pas que ce qui vous empêche d'être actif dans la discussion. Donc, ça, je disais, si vous vous connectez, puis le son et le micro. Parce que vous attendez toujours par l'heure. Maintenant, si ça va créer un système de cours, s'il vous plaît. On peut continuer. Roger, continuons à voir si on va encore exposer. OK, parfait, je peux continuer. Voilà. Donc, je disais que je suis Red Teamer à All-in-One Benin. C'est une entreprise de sécurité informatique et basée en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Bénin. Et, allô? Et les clients avec lesquels je travaille sont souvent en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Et actuellement, je suis SME à CompTIA. Et CompTIA, c'est le leader mondial des certifications en sécurité. Et ils sont basés aux États-Unis. Donc, CompTIA, et actuellement, nous avons un atelier de 5 jours. Donc, ça finit aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi j'étais un peu en retard sur l'heure de ce matin parce que je travaille sur l'horaire de Chicago. Donc, vous m'excusez pour ce retard de 5 minutes que j'ai accusé et dû à ça. Donc, SME, ça veut dire Subject Matter Experts. Donc, c'est des gens qui se retrouvent et qui conçoivent des questions pour des candidats en sécurité, en cybersécurité. Donc, c'est un niveau un peu plus élevé et que ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, ce matin, nous allons travailler sur un niveau plus bas. Cela suppose que la cible que nous allons viser et que nous visons d'ailleurs pour ce webinaire, c'est d'abord et avant tout la société civile, les parents, les enfants, l'administration, les développeurs, ceux qui conçoivent même les contenus à mettre sur Internet. Les développeurs sont des programmeurs qui écrivent des applications comme Facebook, comme Twitter, comme WhatsApp, comme TikTok, comme Gmail. Donc, les développeurs s'asseyent et écrivent les applications selon une logique, la logique du business. Maintenant, nous, en tant qu'usagers, quand je parle de parents, quand je parle de vous en tant que citoyens, quelle est notre contribution dans ce grand monde-là? Donc, tout le thème général, la protection des données des utilisateurs sur Internet. Autrefois, nous travaillions, c'était en local. Chacun avait son ordinateur à la maison et développait de petites applications de SMS, de messagerie. Mais aujourd'hui, on est pratiquement en ligne, ce qu'ils appellent le cloud. Donc, le cloud est devenu une nécessité pour tout le monde. Les enfants aujourd'hui jouent au jeu, ils vont en ligne, ils font des cours en ligne. Les parents également font des recherches en ligne. Donc, il faut que nous protégions nos données. Donc, c'est très important que j'accentue
aspects du webinaire. Protection, données, Internet. Alors, et ce que je vais vous dire par rapport à ce webinaire de ce matin, je vous poserai d'abord une question. Que se passera-t-il si un employé naïf du gouvernement, par exemple, interroge une base de données gouvernementale et se trompe en envoyant le numéro de sécurité sociale d'un utilisateur à quelqu'un? Donc, s'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait réagir par rapport à ça, je vais écouter d'abord une réponse avant de me prononcer par rapport à ça. Des réactions. Comme je l'ai dit, il ne faut pas attendre que je fasse juste le webinaire de manière unilatérale. Ce sera une séance de discussion. Parce que plus vous comprenez le sujet, plus on va beaucoup s'en sortir. Alors, que se passera-t-il si un employé du gouvernement envoie par erreur un numéro de sécurité sociale à quelqu'un? Oui, quelqu'un peut répondre à ça rapidement? Il n'y a pas de volontaire. Il n'y a pas de volontaire. Bon, voilà. Non, allô? Est-ce que dans la salle, Roger, oui. des fois, comme les micros, comme on a mis un système où tous les postes ne sont pas allumés, peut-être quand tu veux que quelqu'un intervienne, attends un peu pour qu'il réalise, quoi. OK, je vois. Chacun d'eux n'a pas un micro devant lui. OK, je vois. Donc, chers amis, je vous laisse quelques petites minutes pour qu'on puisse évaluer un peu quelle est la pertinence de cette question. OK, Nadège a levé la main. Oui, bonjour. Bonjour, Roger. Oui, bonjour, Nadège. Je dirais que le fait d'envoyer le numéro de sécurité sociale à une personne, ça peut peut-être conduire à envoyer toutes les informations sur la vie personnelle de cet individu sur la toile, et ça sera à la disponibilité de tout le monde. Parfait. C'est très intéressant ce qu'elle vient de dire, parce que lorsque l'employé fait l'erreur d'envoyer un numéro social, on sait bien que le numéro social, c'est un numéro qui devait être confidentiel. N'est-ce pas? Ça devait être confidentiel. Donc, lorsqu'il fait ça, il se pourrait que quelqu'un de malveillant tombe sur le numéro là. Quelqu'un qui est malveillant peut tomber sur le numéro et en faire un mauvais usage. Et là, ça peut entraîner des conséquences pénales et voire même gouvernementales, parce que devrait écouter les communications entre deux ambassades. Qu'est-ce qu'il y aura comme risque? Si je suppose que deux ambassades communiquent, l'ambassade du Bénin et de Burkina communiquent, et quelqu'un se met au milieu et écoute la communication. Ça, c'est encore grave, parce qu'il peut prendre la communication, il peut la modifier et renvoyer ça. Maintenant, dernière question. Nous avons tous des enfants qui naviguent sur Internet aujourd'hui. Nos enfants vont sur Internet, nos enfants naviguent, ils jouent aux jeux, et jouent de la musique, téléchargent des vidéos, et ils font beaucoup de choses. Les enfants aiment faire beaucoup de choses en ligne aujourd'hui. Cependant,
Ces enfants-là sont vraiment inconscients de ce qui se passe sur le monde Internet. Donc, le risque est plus grand en ligne. Quand je parle du gouvernement, quand je parle de l'ambassade, c'est grand. Mais en ligne, c'est encore plus grand parce qu'il faut que les parents prennent une responsabilité pour éduquer les enfants et mieux les aider à sécuriser, n'est-ce pas, ce qu'ils font en ligne. Combien de parents aujourd'hui comprennent la protection des données sur Internet? Moi, j'ai assisté récemment, pas plus que le mois passé, il y a eu un vol. Il y a eu un vol dans une maison. Parce que l'enfant a posté l'image de leur maison sur Facebook. Vous imaginez, l'enfant ne savait pas, l'enfant jouait à un jeu sur tablette et il a posté la photo de leur maison sur Internet et les attaquants sont venus et voler, n'est-ce pas, piller dans la maison après. Donc, c'est des choses qui arrivent. Il ne faut pas qu'on attende que ça arrive avant de réagir. Donc, je pense que vous avez eu la chance qu'on ait planifié cette séance pour qu'on explique en termes clairs qu'est-ce qui se passe vraiment sur Internet. Alors, j'ai eu la chance de publier un ouvrage en 2015, un ouvrage que je vais vous présenter. Cet ouvrage parle exactement de la protection des données sur Internet. Et cela va vous aider, n'est-ce pas, à protéger votre vie privée. Votre vie privée. En d'autres termes, ça vous rendra la vie plus facile, étape par étape, pour connaître les meilleures pratiques de chaque jour à utiliser ou à prendre en compte lorsque nous allons sur Internet. Donc, c'est conçu au fait pour les débutants, pour les cadres de la vie sociale qui n'ont pas un niveau proficient, un niveau avancé en sécurité. Donc, ceux qui aiment aller sur Internet, comme vous et moi, sur WhatsApp, sur Facebook, voir les emails, beaucoup de choses se passent de la minute ou de la seconde où on connecte à Internet. Et le téléphone fait des choses qu'on ignore, même si on ne l'utilise pas. Votre téléphone, votre tablette qui est entre votre main, que vous avez en votre main, votre ordinateur, lorsque vous mettez ça en sourdine ou que vous l'éteignez, ne pensez pas que l'appareil est vraiment éteint. L'appareil continue à surveiller vos alentours, continue à vous surveiller vous-même dans vos manières, votre vie sociale. Donc aujourd'hui, l'Internet est devenu la maison, le bureau et les affaires. Alors, la question de la sécurité des informations, la vie privée, la confidentialité, c'est devenu plus qu'une question d'intérêt personnel. Donc, il faut que nous en prenions conscience, que ce soit nous en tant que parents, l'administration, les institutions, les entreprises, tout le monde est concerné, public ou privé. Dans un milieu multi-environnement, aujourd'hui où nous sommes, lorsque je parle de la communication entre ambassades, beaucoup d'experts qui protègent les données aujourd'hui utilisent un mécanisme que nous appelons encryptage. Donc, une solution entre deux ambassades ou même entre un employé qui doit envoyer une donnée confidentielle à un État ou à un gouvernement doit penser, numéro 1, à encrypter la communication. On le faisait, on va continuer à le faire parce qu'il faut qu'on protège la donnée d'un point à un autre point. Les emails qu'on s'est envoyés entre l'administration des webinaires d'aujourd'hui sont tous encryptés d'ailleurs. Ce qui fait que même si ça tombe dans les mains de l'individu, il ne pourra pas, n'est-ce pas, communiquer avec moi ou avec vous. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est moi qui suis venu en ligne? Parce que Zoom a prévu une adresse, Zoom a prévu un mot de passe que je suis le seul à connaître, que j'ai reçu de votre part. Ça fait que la communication est devenue sécurisée. Et en voulant me connecter encore à Zoom, ils m'ont demandé mon email et mon nom. Même si je mettais un faux nom, l'email sera une clé barrière pour prévenir toute personne autre que Roger Fassino
d'intervenir sur le webinaire. Donc, alors, nous allons parler de quelques astuces, de quelques méthodes, quelques conseils qui vont vous protéger des attaques en ligne et des menaces éventuelles. Allô? Oui, allô? Roger, mais je ne sais pas si tu présentes un support, hein, mais parce que ton écran n'est plus partagé. Oui, non, tout d'abord, je discute avec eux. Je parle Ok, avec d'accord, eux. merci. L'écran va venir. Je veux que les gens puissent suivre ce que je dis au lieu de voir l'écran. Donc, je vais y venir. Merci beaucoup, Olivier, pour la remarque. Oui. Donc, chers amis, et ce qui est très bien, c'est qu'il y a des astuces, il y a des conseils qu'il faut mettre en place afin que les usagers puissent se protéger des attaques aujourd'hui en ligne. Et on n'a pas forcément besoin d'être un expert pour comprendre et utiliser cette technique-là. Alors, je vais aller tout d'abord au premier chapitre. Je vais essayer d'ouvrir le livre en mode en PowerPoint pour qu'on puisse voir ensemble. Et l'aspect 1 de ce webinaire, c'est qu'est-ce qu'est devenu aujourd'hui Internet? J'espère que s'il y a un volontaire qui pourra intervenir par rapport à ça, le temps que je monte l'écran, laisse-moi dire en français, qu'est-ce qu'est devenu aujourd'hui Internet? Est-ce qu'il y a un volontaire qui aimerait s'y prêter? Je vais ouvrir quelques 2 à 3 minutes pour laisser un volontaire se présenter par rapport à ça. Et donnez votre nom, comme a fait Nadège, donnez votre nom avant de vous prononcer sur la question. OK. Qu'est-ce qu'est devenu aujourd'hui Internet? C'est la question que je pose à l'audience. Nous avons connu beaucoup d'Internet dans le passé, mais quand on regarde il y a 15, 20 ans, aujourd'hui, c'est différent. Nous sommes presque entourés d'Internet. Oui, prenez votre temps pour réagir. Prenez votre temps pour réagir. Je veux au moins un intervenant d'abord pour me dire ce qu'il pense aujourd'hui de l'Internet. OK. Je crois que c'est compliqué à définir, n'est-ce pas? C'est compliqué. OK, d'accord. Aujourd'hui, Internet est devenu très grand. C'est devenu très grand que c'est devenu notre maison. Tout le monde se lève aujourd'hui. Le premier réflexe que nous avons, c'est de prendre le téléphone et de voir peut-être si j'ai un message de WhatsApp, si j'ai un email, n'est-ce pas? Oui. Donc, aujourd'hui, les règles ont changé. Nous ne sommes plus libres de choisir. On nous force à choisir. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsque je vais sur Facebook avec mon portable pour la première fois, Facebook me présente la page, n'est-ce pas, de m'inscrire en tant que nouvel usager. Facebook est une application. C'est juste un exemple. Il y en a plein. Il y a Twitter, il y a d'autres applications. Mais les plateformes aujourd'hui d'Internet du 21e siècle fonctionnent de la même manière. Avant, on avait le choix de garder nos données. Est-ce qu'il y a un volontaire qui veut intervenir? Je vois, il y a Jamila Konaté. Non? OK. Donc, je crois qu'il y a cet aspect que nous allons prendre en compte. Lorsqu'on ouvre une page sur notre tablette ou sur le téléphone, exemple, je prends toujours Facebook parce que c'est très populaire, Facebook, on nous demande de nous inscrire. Et à la fin de l'inscription, il y a une petite case à cocher qui nous dit « J'accepte les conditions d'utilisation de Facebook et je m'engage à les respecter ». C'est similaire, c'est en anglais, c'est similaire. Alors, l'usager naïf, l'usager qui est naïf, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va juste cliquer sur la case et commencer à utiliser. Que se passera-t-il en griffe? Ce n'est pas ce que je souhaite. Si ce monsieur ou cette dame, après décède, que deviennent ces données après son décès? Le monsieur ou la dame
a utilisé Facebook pendant 30 ans. Elle a posté ses photos sur Facebook, ses vidéos, ses messages. Lorsque la personne décède, que deviennent ces données? Est-ce que ça appartient à Facebook? Est-ce que ça appartient à sa famille? Ou bien ça appartient à qui? Au gouvernement? Je vais demander pour réagir par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a un temps pour que vous réagissez. Je vais laisser au moins 2 à 3 minutes. Je veux que vous réagissez sur les questions. C'est des questions qui sont aujourd'hui d'actualité. C'est des questions sur lesquelles il faut qu'on se penche en tant qu'acteur civil. Parce que acteur civil veut dire nous avons la priorité de dire ce qu'on doit faire de nos données. Après tout, c'est nous qui faisons Facebook, c'est nous qui faisons WhatsApp, c'est nous qui faisons Gmail. Sans utilisateur, il n'y a pas de données. Et sans données, il n'y a pas d'application. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez faire de vos données? C'est là que la question du contrat entre l'application qui est sur Internet et vous en tant qu'usager. Alors, la réflexion qui m'a permis de faire ce diagnostic, c'est qu'avec le temps, avec les années, j'ai fini par comprendre qu'aujourd'hui, lorsqu'on se connecte à Internet, on ne peut plus s'en passer. Donc, les hommes d'affaires, ceux qui ont compris le jeu, ils nous amènent à l'utiliser tellement et d'oublier nos données. Alors, moi, lorsque j'ai fait mon master en IT à Chicago, il y a un de mes professeurs, M. Butcher, qui m'avait donné une appréciation des données. Il a dit, il faut que l'éthique contrôle le développement. Et c'est important. C'est ce mot-clé qui m'a permis d'écrire mon ouvrage, en fait. Et je suis vraiment très content de vous dire qu'aujourd'hui, nous pouvons choisir comment, n'est-ce pas, utiliser nos données sur Internet. Je vais aller rapidement sur le livre, que je vais y arriver, et vous présenter ce dont je parle. Donc, je vais essayer d'aller en profondeur, mais je crois que je vais aller plus en détail. Il y a des gens qui ne sont pas contents, mais non pas vous. Il y a des gens, parce que nous sommes nombreux, il y a ce qu'on appelle les blacks, il y a ce qu'on appelle les whites, il y a ce qu'on appelle les rouges. Donc, lorsque je fais souvent des conférences de ce genre, il y a des experts, des experts qui, n'est-ce pas, ils sont mécontents parce qu'en fait, on présente un peu des techniques de sécurité aux usagers. Et le livre est conçu en anglais, ça c'est vrai, c'est conçu en anglais, c'est conçu pour une cible anglaise, mais je crois que je suis en train de faire la traduction petit à petit depuis l'année passée. S'il vous plaît, on peut poser une question. Il y a une question posée? Ah oui, Nadia a une question posée. Nadia, je te suis. Il y a une question de la part de Nadège. À moins que ce soit un micro partagé, mais il faut que le participant donne son nom et je pourrai rapidement identifier la personne et par la question aussi. Oui, je vous suis. Bon, apparemment, il y a un souci de connexion, n'est-ce pas? Allô?
OK. Oui, Nadège. Oui, moi, c'est pas Nader, c'est Olivier. OK, monsieur Olivier, enchanté de faire votre connaissance. Oui, merci bien. OK, j'avais une suggestion à faire par rapport à la présentation sur Facebook dont vous parliez tantôt. Merci beaucoup. Voilà, est-ce qu'on peut suivre avec des images, d'abord la création, et parce que quand on crée, souvent on pose des questions, est-ce qu'il faut activer telle donnée, est-ce qu'il faut masquer telle donnée, pour qu'on puisse suivre. Monsieur Olivier, je suis Oui. d'accord avec vous. Il y aura une petite section de pratique et que je vais faire en démo, en live avec vous. On va essayer d'aller sur une plateforme. On va voir comment est-ce que le contrat est signé entre la plateforme et l'usager, n'est-ce pas? C'est pris en compte. Parfait, ça c'est bien. Comment créer un compte, par exemple, comme Facebook, et comment est-ce que la plateforme arrive à avoir accès à vos données. On va en parler dans la section pratique. Et je voudrais utiliser le plus de temps possible pour donner les conseils pratiques. Et je n'ai pas la prétention de finir tous les conseils ce matin, mais je vais faire le maximum parce qu'il y en a tellement. Et on va y aller. Oui, c'est bon, Olivier, c'est pris en compte. On va y aller, c'est pris en compte. Autre suggestion. Bien, je continue en espérant qu'il y aura d'autres intervenants dans la salle. Donc, comme je disais tout à l'heure, je promets et je suis confiant que nous avons tous les droits d'accès à un contenu digital. Et j'insiste sur ça, c'est notre droit. Comme a dit Olivier, je veux m'inscrire sur Facebook, je veux avoir un droit digital, je veux avoir un profil digital. Maintenant, cependant, ce concept-là est lié également à ce que nous appelons l'Internet du 21e siècle. Donc, aujourd'hui, les cours sont en ligne à cause du coronavirus, COVID-19. COVID-19 est venu encore tout gâter depuis l'année passée. Nous ne pouvons plus nous empêcher d'aller en ligne. La preuve, on fait du webinaire en ligne. Là, il y a 2 ans, j'étais au Burkina, à Bobo Dioulasso, pour un séminaire sur le consulting. Et malheureusement, s'il n'y avait pas Covid, j'étais content. J'ai dû prendre l'avion pour atterrir à Ouaga et après aller faire un transfert jusqu'à Bobo Dioulasso. Mais compte tenu du contexte du Covid, aujourd'hui, on n'a plus le choix d'être en ligne. Donc, c'est devenu sérieux. Les affaires sont en ligne. La communauté est en ligne. Et ce matin, on parle de communauté en tant que réseau social. Parce que nous ne pouvons plus nous empêcher, n'est-ce pas, de travailler ensemble, de collaborer ensemble, de discuter ensemble sur WhatsApp. Donc, il faut cette fonction de recherche d'amis, de discuter, ce besoin d'être permanemment en ligne nous est venu par rapport à ça. La santé également. Lorsque le médecin peut faire un diagnostic à distance sans venir regarder le patient, c'est aussi possible grâce à la technologie, grâce à l'Internet du 21e siècle. Donc, j'ai posé au départ une question sur qu'est-ce que c'est que l'Internet du 21e siècle. Ces 3 réponses que je voulais, ces 3 réponses, c'est l'éducation, c'est les affaires, c'est la communauté et la santé. J'ai mis ça ensemble. Aujourd'hui également, on fait des tests d'analyse d'ADN grâce à Internet. Si aujourd'hui, je vais rechercher M. Olivier sur Internet, si j'ai son nom, son prénom, c'est sa ville, par exemple, ou pas, je peux demander à une agence de me faire un rapport sur Olivier. Et il me sort toute l'historique du passé d'Olivier jusqu'à ces images, ces vidéos qu'il a postées un peu partout sur Internet. Et je l'ai fait l'année passée avec Dimon Oussou, qui est un acteur béninois, cinéaste. Et on a eu accès à tout son curriculum malgré lui. C'est pour dire que l'Internet a changé, on n'a plus le choix, ça s'y impose. J'ai fait une image du contrat qu'on a signé aujourd'hui avec notre nouvel Internet du 21e siècle. La vie privée, au départ, était contre l'usage d'Internet. Donc aujourd'hui, maintenant, nous donnons la vie privée et nous recevons les fonctions d'Internet. Ce qui aurait été mieux, c'est de conserver au moins notre vie privée
Alors, quelles données on peut donner, quelles données nous pouvons partager sur Internet sans s'exposer? Voilà une question. Est-ce qu'on peut avoir les deux? Est-ce qu'on peut avoir Internet et notre vie privée aujourd'hui? Dites-moi. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui, oui, Thomas? Justement, avant de répondre à la question, est-ce que vous avez une définition claire de ce qu'on appelle vie privée sur Internet? C'est quoi une vie privée? Ça va nous permettre de répondre à votre question. Voilà. Bonne question, Thomas. Bonne question, monsieur Thomas Ouedraogo. Lorsque je parle de vie privée, il faut qu'on fasse vraiment une nuance. C'est une très bonne question. Il y a la vie et privée. Tout ce qui est privé n'est pas public. Exemple, ma date de naissance. Ça me regarde moi et moi uniquement. Alors, si j'expose ma date de naissance sur Internet, ce n'est plus privé. Vous voyez la différence? Alors, le mot de passe. Le mot de passe, quant à lui, il est privé, mais il est confidentiel. Bon, c'est une nuance du vocabulaire, mais il est confidentiel. Ça veut dire qu'il n'est pas accessible à tout le monde, même sur Internet. Mais nous, en tant qu'usagers simples, dans ce cadre où nous sommes sur ce webinaire, nous allons considérer que toute donnée privée est confidentielle. Et toute donnée non privée est non confidentielle et devient publique sur Internet. Exemple, mon nom, mon prénom et toute information que je mets sur Internet sans protection. Voilà que la vie privée sur Internet n'existera pratiquement plus si la logique est que je voudrais utiliser Internet parce que celui qui a conçu la plateforme aura accès à ma donnée. Donc, ce n'est plus privé sur Internet. Exemple, si moi je conçois une plateforme comme Zoom, qui est là, qu'on utilise à des fins de justice ou à des fins de poursuite pénale, Zoom peut révéler l'identité de tous les participants du webinaire de ce matin, 23 avril 2021. À qui de droit, n'est-ce pas? Ça veut dire que la donnée que moi je considérais privée n'est plus privée à ce niveau-là. Voilà un peu la réponse à donner à M. Ouedraogo. Donc, je continue la logique. Il y avait une main que je voyais sur l'écran, mais c'est reparti. Je vais continuer avant qu'il y ait d'autres réactions. OK? Donc, je suis content qu'il y ait des participants au moins qui interviennent dans le débat. C'est plus riche lorsque nous discutons comme ça. On va tous comprendre et avoir une idée claire de comment se protéger après sur Internet. Et quand j'ai fait le séminaire la dernière fois à l'État de Wisconsin, mais les gens, ils étaient épanouis parce qu'ils ont vu les dangers auxquels ils sont exposés lorsqu'ils vont en ligne. C'est un risque énorme. Enfin, pour l'instant, nous, on est en Afrique. On ne voit rien pour l'instant. Il y a il y a M. Tawenda Panga, oui, j'ai bien pensé le nom, qui a levé la main. Oui, je vous suis, M. Tawenda Panga. Je vais y arriver. Je vous suis. J'ai vu une main en l'air. Bon, je vais continuer en espérant qu'il va... C'est madame, c'est madame. OK, madame. Voilà. Madame, je voulais me rassurer. Oui, dites-moi. Quand vous avez parlé de la protection des données personnelles, la vie privée, très souvent, quand on veut ouvrir un compte Facebook, on nous demande soit le numéro de téléphone, qu'on peut ouvrir avec, ou bien le compte mail, l'email. Donc, ça veut dire qu'il y a une collaboration entre Facebook et Yahoo, ou Gmail, ou voilà, tous les comptes email. Comment on peut faire? Parce que le mail, il est beaucoup plus sécurisé que le Facebook. Comment on peut faire pour, en ouvrant un compte Facebook avec notre email, on ne soit pas exposé à la divulgation des données contenues sur le mail? Parfait. Donc, ça, la question
qui est posée par Madame Tawenda Panga, c'est de demander, elle demande comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas exposer notre mail lorsqu'on crée un compte sur un média social comme par exemple Facebook. Et c'est aussi un des astuces qui est prévu tout à l'heure. Ça, c'est intéressant, qu'ils sont tous actifs sur le webinaire. Donc, conseil pratique numéro 5, c'est dessus déjà. Bien, je vais répondre en 2 ou 3 mots avant de continuer. Alors, lorsqu'on vient sur Facebook et qu'on voudrait créer un compte, Facebook nous demande, tout à l'heure on va faire une démo, nous demande de mettre un email, téléphone et un mot de passe, date de naissance, qui est important pour vérifier l'âge de l'individu. Alors, nous avons le choix en tant qu'usagers. Ce sont nos données personnelles. Ce sont nos données privées. Et on a le droit de dire à Facebook de ne pas les utiliser. Mais lorsqu'on veut utiliser les fonctions de Facebook, la plateforme elle-même demande à avoir ces données pour nous sécuriser. C'est un peu le paradoxe. En fait, la plateforme elle-même a besoin de ces données pour nous sécuriser. Moi, je vais plutôt souhaiter, ça c'est pour la plateforme, que les médias sociaux, Twitter, Facebook, WhatsApp, TikTok, etc., demandent aux usagers des données qui ne sont pas confidentielles. Vous voyez le problème. Normalement, cette plateforme ne devrait pas vous demander votre téléphone, votre email. Mais pour des besoins de business, comme on est dans le monde Internet du 21e siècle, pour des besoins de business, comme j'ai dit tout à l'heure, ces plateformes ne font que du business, ne font que des affaires. Donc, quel est l'avantage à Facebook de demander à un usager d'entrer son nom, prénom et s'inscrire sur Facebook? Il n'y a aucun intérêt financier, il n'y a aucun intérêt juridique. Donc, ce qui fait que nous, usagers, on est obligé de donner notre téléphone et email. Le téléphone ou l'email, ce n'est pas et. Le téléphone ou l'email. Maintenant, lorsqu'on met les deux, c'est qu'on choisit nous-mêmes de donner les deux données confidentielles qui nous sont propres. Le téléphone peut servir de récupération de mots de passe. Lorsque j'oublie mon mot de passe, Facebook peut m'envoyer mon mot de passe sur le téléphone. Ce n'est pas sécurisé aussi, parce que ce qu'il va envoyer, on l'a dit, il faut que cela soit encrypté. Au départ, on a déjà parlé d'encryptage. Ce qui n'est pas fait jusqu'à l'heure actuelle, on vous envoie votre code directement par SMS. Deuxièmement, par email. Lorsque le monsieur ou la dame crée le compte Facebook et met l'email, c'est comme elle a dit tout à l'heure, on expose notre compte email, Gmail ou Yahoo. Il n'y a pas physiquement un contrat entre ces géants, que ce soit Facebook, Apple, Yahoo ou bien autres médias, mais il y a un contrat virtuel. Il y a un contrat virtuel qui fait que lorsque j'ai mon compte Gmail, si je sais que mon compte Gmail est un compte Gmail et que je ne voudrais pas mettre sur Facebook, je peux choisir créer un autre email et donner à Facebook. Donc, si vous avez peur que vos données de vos emails aillent sur Facebook, il vaut mieux ne pas envoyer sur Facebook votre email. Vous pouvez créer un email et, par exemple, un mail rien que pour Facebook. Et lorsque j'oublie le mot de passe sur Facebook, on peut m'envoyer un mail de récupération, un lien de récupération de mot de passe dans cet email-là. Parce que je vois des gens qui utilisent les mêmes mots de passe partout, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Yahoo. Et c'est souvent très grave parce que lorsque quelqu'un a accès à votre ordinateur, votre ami, votre mari, votre femme, votre soeur ont accès à votre portable ou votre téléphone ou votre ordinateur, on ne sait pas dans quelle intention quelqu'un peut utiliser votre mot de passe de Facebook sur votre mail directement. C'est possible. Donc, si les mots de passe sont similaires, il vaut mieux, n'est-ce pas, les changer. Bon, je vais continuer avant de... On va revenir sur ça tout à l'heure. Je vais détailler un peu plus en détail la logique de comment, n'est-ce pas, sécuriser le mail des autres médias sociaux. Il y a aussi un conseil pour ça. Donc, aujourd'hui,
lorsque nous créons le compte sur Facebook, nous ne lisons pas les termes et conditions que Facebook nous donne. Nous cliquons sur « J'accepte » et c'est fini. On accepte toutes les conditions, même après notre décès. Alors, moi, mon conseil que je vais vous donner, c'est de vous dire ceci. Il ne faut pas exposer une donnée sur Internet si vous ne voulez pas qu'elle soit publique. C'est un peu, je vais essayer de l'expliquer. Si je ne veux pas, tout ce qui est sur Internet n'est plus public. Voilà. Toute donnée qui est sur Internet n'est plus publique. Mais il y a des gens qui ont cessé de poster leurs photos, même sur WhatsApp, même sur Facebook, après quelques de mes séminaires. Il y en a qui ont compris et ont dit, maintenant, moi, je ne nourris plus Facebook mes photos. Parce que les gens peuvent voler les photos et en faire autre usage. Il y a une dame récemment c'était en Pays-Bas, aux Pays-Bas. Elle a fait un casting de vidéo, n'est-ce pas? Il y a de cela 5 ans ou 6 ans. Et elle voudrait faire une soutenance de thèse, doctorat, sur la recherche des crop science et de ce qui s'appelle agriculture. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a utilisé sa photo qu'elle a postée sur Facebook, n'est-ce pas, contre elle. C'était très grave. Et ça c'est apparu, n'est-ce pas, dans les journaux et publics en ligne. Quand on tape son nom en ligne, on voit sa photo et on voit publiquement que c'est elle qui postait ça, ce qui n'est pas vrai. Donc, il vaut mieux ne pas mettre en ligne ce que vous ne souhaitez pas rendre public. Maintenant, les mécanismes de le faire, c'est du plus bas au plus expert. On va aller de pas à pas. Il y a des niveaux de sécurité qu'il faut que nous comprenions. Et lorsqu'on parle de sécurité, il y a 2 droits qui sont en ligne. Je vais les prendre dans un instant. Il y a des niveaux de sécurité qu'il faut que nous comprenions. Il y a la sécurité que nous appelons physique, locale, c'est-à-dire locale, là où nous sommes. Vous êtes là au Burkina, je suis quelque part ici. Donc, lorsque c'est local, c'est dans mon environnement. Il y a la sécurité digitale, qui est la sécurité en ligne. Donc, c'est là que nous allons aborder les plus grands sujets et les conseils. Parce que physiquement aussi, il y a des risques physiques. Ne pensons pas que tous les risques sont sur Internet aujourd'hui. Parce que quelqu'un peut venir chez vous dans votre maison et voler votre ordinateur. Si vraiment il tient à vous prendre la vie, c'est-à-dire il vient, il prend le PC. Mon petit frère, il a fait son doctorat aux Pays-Bas, mais quand il est venu récemment enseigner à la FSA à Cotonou ici, il a oublié de fermer son véhicule. Il allait à un mariage, il a oublié de fermer son véhicule. Et il est parti, mais au retour, quelqu'un, n'est-ce pas, a pris la sacoche de son PC. Ils ont pris le PC carrément, qu'ils ont emporté. Là, c'est la sécurité physique. Ce n'est pas encore Internet, ça. Donc, qu'est-ce que quelqu'un peut vouloir jusque-là et aller voler des données, n'est-ce pas, aller voler physiquement les données? Ça, c'est un peu grand. Donc, il n'y a pas un moyen, pour mon frère, il n'y a pas un moyen pour lui de retrouver, parce qu'on est en Afrique, il n'y a pas un moyen pour lui de retrouver cette personne-là. Et il a dit que sur l'ordinateur, il a des documents de classe, il a des documents bancaires, il a son passeport dedans et son permis de conduire pour le véhicule. Mais il s'est affolé. Il n'y a pas un moyen de récupérer une donnée physiquement, n'est-ce pas, volée. Voilà le problème qu'il faut comprendre. Il faut qu'on comprenne ça en même temps. Il n'y a pas un moyen de récupérer un document volé physiquement, à moins de faire appel, n'est-ce pas, aux forces de l'ordre ou aux forces juridiques pour des poursuites à acquis de droit. Maintenant, lorsqu'on veut protéger, n'est-ce pas, soi-même du vol physique, il faut, n'est-ce pas, qu'on prenne des précautions. Ne soyons pas pressés. C'est un premier conseil. Lorsque nous voulons aller à la toilette et qu'on est dans une entreprise, dans une ONG ou dans une administration publique et qu'on a nos PC, nos PC, c'est-à-dire ordinateurs, nous devons prendre le soin, n'est-ce pas, au moins de verrouiller
notre ordinateur par un mot de passe avant d'aller même à la toilette. 5 minutes suffisent pour que quelqu'un de malveillant vienne sur la machine et changer votre ordinateur en quelques secondes. Et même si vous devez aller faire la pause, café ou déjeuner, si c'est un PC, un ordinateur qui est public, donc pour tout le monde, exemple, votre ordinateur qui est là pour le webinaire, si c'est un PC qui est public pour tout le monde, il faut, n'est-ce pas, qu'il y ait un administrateur, quelqu'un qui est chef, qui est leader, qui, n'est-ce pas, surveille le PC, n'est-ce pas, chaque fois que quelqu'un bouge autour de l'ordinateur. Parce que les intentions sont diverses et le premier conseil à donner, c'est de mettre un mot de passe au moins sur la machine. Même si on voit la machine, ils vont prendre du temps pour débloquer le mot de passe. Que de ne rien mettre dessus comme mot de passe et laisser ouvert Facebook en même temps quand on va sur la machine, Facebook est ouvert, Gmail est ouvert, Yahoo est ouvert et on donne la tâche facile au monsieur ou à la dame de vite prendre ce pourquoi il est venu et parti. Donc, c'est très important. Alors, la protection physique aussi va au-delà. Nous allons aussi prendre l'exemple des cadenas. Pour les vols physiques, moi, je conseille également aux entreprises de prendre des cadenas, les cadenas à cordes pour empêcher la machine de bouger. On le fait déjà aux États-Unis. Donc, lorsqu'on met les cadenas logiques avec les cordes, lorsque le monsieur vient prendre l'appareil, il ne pourra plus l'emporter. Parce qu'il y a un cadenas, n'est-ce pas, qui empêche la machine de bouger. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que c'est très important de faire ces deux mesures de sécurité physique, le cadenas et le mot de passe. Donc, maintenant, la sécurité physique doit être aussi à chaque portail, à chaque entrée, n'est-ce pas, d'une entreprise. Si j'ai une ONG, par exemple, société civile, et j'ai beaucoup de visiteurs dans le bureau qui viennent, j'ai des entrepreneurs ici en Afrique qui mettent des caméras, par exemple. Des caméras qui, n'est-ce pas, sont à chaque entrée pour vérifier qui entre et qui sort. Et s'il n'y a pas le moyen de prendre les caméras, nous pouvons prendre, n'est-ce pas, des gardes de sécurité qui sont là pour veiller à la sécurité de l'entreprise, les périmètres, les lieux sensibles. Lieux sensibles veut dire les bureaux, n'est-ce pas, les bureaux qui sont jugés à haut risque. Exemple, les salles de machines, les salles de finances, comptabilité, les départements de justice. Donc, c'est des salles, n'est-ce pas, que l'entreprise ou la société civile juge très sensibles. Donc, les données sensibles sont là. Lorsqu'on archive les actes de naissance des enfants dans un registre et que le registre est sur une machine qui est quelque part dans un bureau et que l'accès est donné à tout le monde, il y a un risque élevé de perte de données parce que n'importe qui peut rentrer, peut prendre ce qu'il veut et sortir. Alors, autre moyen, c'est le YubiKey ou le scanner. Bon, ça, c'est des méthodes un peu plus drastiques, surtout pour les banques, les scanners. On vous scanne à l'entrée et à la sortie. Et ça dépend aussi de ce que vous voulez protéger. Lorsque moi, on m'appelle pour des audits par exemple, et qu'on me dit, et je voudrais tester l'entreprise pour voir est-ce que c'est sécurisé, je voudrais faire un test diagnostic pour voir est-ce que l'entreprise est encore faillible. Moi, je dis aux gens, de quoi avez-vous peur? Qu'est-ce que vous souhaitez protéger? Parce qu'il y a ça aussi, il y a aussi la nature de la donnée. Plus la donnée à protéger, n'est-ce pas, a un caractère sensible, confidentiel, plus la faille est critique et plus la mesure doit être renforcée. On parle de double authentification. Donc, on va vérifier 2 fois qui tu es, et ce que tu as et ce que, n'est-ce pas, tu veux faire. Donc, c'est un peu dans cette logique qu'on discute par rapport à la sécurité physique. Le YubiKey n'est pas tellement utilisé aujourd'hui. Moi, j'en ai pris beaucoup lorsque je le fais souvent en conférence. J'aurais bien voulu vous offrir quelques clés, des clés de sécurité. C'est des clés YubiKey. C'est des clés physiques, en fait, comme des clés USB. C'est des clés USB. Donc, moi, mon mot de passe
n'est pas dans ma tête. Mon mot de passe physique n'est pas sur un Word, n'est pas sur une autre page. Lorsque vous me prenez, que vous me torturez, ah monsieur, votre mot de passe, je vais avoir ça. Vous ne l'aurez pas, parce que je n'ai pas ça dans ma tête. Je ne l'ai pas. Donc, il est très important de voir au fait, quelles données vous souhaitez garder en vous-même, parce que lors de la torture, vous risquez de craquer et donner les réponses. Quand on vous torture trop, on donne la réponse très vite. Donc, ce qui est important ici à savoir, c'est que la clé YubiKey est un moyen sûr, n'est-ce pas, de protéger l'individu lui-même et l'entreprise. Et il y a des versions, peut-être que si votre administration peut s'en procurer aussi, il y a la version aussi entreprise qui sont disponibles. Mais comment ça fonctionne en fait? Comment ça fonctionne? J'ai ma clé USB qui est YubiKey. Okay? C'est une clé. Je vais vous faire une image sur Internet de la clé YubiKey. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est une clé comme n'importe quelle clé. Et je vais voir si j'ai ce truc-là ici. Je vais ouvrir. Je vais voir si je peux vous montrer une clé YubiKey. Je vais y arriver. Je vais ouvrir une image et vous présenter ça en tant qu'image YubiKey. Ça a différentes méthodes d'authentification. Donc, c'est comme ça la clé. Vous voyez un peu mon écran. C'est une clé qui est comme ça, YubiKey. Je vais mettre ça un peu plus grand. Donc, c'est une clé très sécurisée avec la technologie NFC. NFC. Donc, c'est une technologie NFC qui veut dire Two Factor Security. Un instant, je viens, un instant, je vois 3 mains en ligne, un instant. Il y a la sécurité NFC. Donc, c'est une clé qui En fait, on ne voit pas la clé. On ne voit pas la clé. Ah, ce n'est pas visible sur votre écran. Pour un instant, je vais essayer de revenir. Je crois que ce n'est pas parce que j'ai changé d'écran que vous ne voyez pas. Un instant. Je sais pourquoi vous ne voyez pas. C'est aussi pour des raisons de sécurité. Un instant. Je vais vous montrer la clé ici. Là, c'est bon. C'est venu maintenant sur votre écran. La clé est là, n'est-ce pas? Donc, c'est la clé, ça. C'est la clé YubiKey. Et lorsqu'on va sur la clé, au fait, a un mécanisme de mot de passe automatique. C'est que lorsque je veux me mettre sur mon PC Windows, si j'ai un Windows ou bien un Mac, quand j'appuie sur le bouton Power, le bouton allumé de mon ordinateur, il me demande d'insérer la clé YubiKey. Donc, ce que j'ai, si c'est vraiment moi, Roger Fassinou, qui veut me connecter à la machine, il faut que je montre à l'ordinateur que j'ai une clé qui est unique et qui m'authentifie. Je mets la clé. Le système vérifie, si c'est Windows, il vérifie automatiquement si la clé est conforme, n'est-ce pas, à le fingerprint, à la signature digitale de la machine. Si c'est bon, il dit OK, tu peux rentrer. Mais il m'envoie également autre affichage de mot de passe. Un instant, je vais vous le faire. Je vais faire une démo ici, si je peux avoir le... je n'aime pas beaucoup de temps sur... Je vais essayer de mettre ça sur YouTube. Pour qu'on voit au moins un exemple. Un exemple de comment est-ce que la clé fonctionne. Let me go back. Je n'ai pas prévu de vous montrer une démo de la clé, mais je vais essayer de vous montrer au moins comment est-ce que la clé s'utilise. Je peux vous l'envoyer après par un document à votre staff et ils pourront vous montrer ça en temps réel de votre place. Mais je vais vous montrer juste une petite vidéo. Si j'ai la chance de montrer la vidéo ne doit être que pas ici. Bon, voilà un peu aussi un autre moyen de piratage. Vous voyez ici j'ai un message qui est en bas ici qui me dit Yubi, cookie, consent. Voilà encore autre consent. Tout à l'heure, on va en venir. C'est des cookies. Chaque plateforme a ça. Chaque plateforme aujourd'hui a ce qu'on appelle cookies. Cookies veut dire gâteau. C'est sucré, les gâteaux pour les enfants. Donc, on vous dit déjà que en étant sur le site, vous avez signé un contrat impératif de manière express déjà
avec le site. Donc, vos données personnelles seront enregistrées, que vous le voulez ou pas. Donc, vous dites maintenant, est-ce que j'accepte ou non? Maintenant, même si je clique que je refuse, je suis déjà sur le site, le contrat est déjà signé. Bref, on va évoluer. Allons vers la vidéo. Je vois sur YouTube la vidéo de... C'est quelque part ici, j'ai vu ça la dernière fois. Et il y a une vidéo sur YubiKey et ils ont montré comment est-ce que cela fonctionne. Si je peux avoir accès. Ce qui est bon, on a encore du temps. Je ne vais pas me presser. Il y a la vidéo quelque part ici. Où est-ce qu'ils ont mis ça? Les Français, là, ils font des conneries aussi. Si c'était en anglais, la vidéo vient tout seul en anglais. Pour les particuliers, il y a une vidéo qu'ils ont mis normalement sur le site. Bon, au cas où je ne le trouve pas, je vais continuer la séance et vers la fin, je vous montre la vidéo si je trouve ça de l'autre côté, du côté anglophone. L'anglais est plus rapide et c'est facile. Donc ça, ce n'est pas que des tests et pas trop de payer. Je ne vais pas payer. Je reviens à mon séminaire. Donc là, on revient sur là où j'étais. Je vais retourner sur mon document où j'étais. Je vois qu'il y a des mains en l'air. Il y a des liens en l'air. Et je vais expliquer. Oui, il y a une question, n'est-ce pas? Je n'ai pas compris le mode opératoire de ce deuxième point de sécurité physique. Je vais là poser une question à laquelle j'ai répondu. Je vais essayer de revoir ce que le participant voudrait comprendre sur la sécurité physique. Mais là où j'étais, c'est parce que je voulais aller plus vite au niveau de la clé YubiKey. Sécurité physique, on retient, mettez le mot de passe sur vos ordinateurs, sur votre téléphone, c'est important, sur votre téléphone aussi, mot de passe, même s'il y a un schéma. OK. Ensuite, parce que si on met un schéma, il n'y a pas qui peut être derrière vous, derrière votre épaule, et lit votre schéma. Ou bien il prend un miroir, un miroir simple, hein, et il copie votre schéma. Bon, ça, c'est un autre aspect. Ou bien, mettez carrément les cadenas. Verrouillez les ordinateurs par un cadenas, mais pas les portables. Ce n'est pas possible. Là, ça vous suit à plein temps. Mais au moins, les PC, il faut les verrouiller. Les serveurs aussi, avec un cadenas. Les cadenas mobiles existent aussi sur le marché. Au pire des cas, mettez les gardes de sécurité pour des entreprises qui ont des données sensibles. Gardes de sécurité, mais là aussi, il ne faut pas faire trop confiance aux gardes de sécurité parce que lorsque quelqu'un a faim, il est prêt à tout faire. Parce que les hackers le font. Les hackers, c'est les gens qui sont malveillants. Quelqu'un peut venir, n'est-ce pas, voir le garde de sécurité et dire, mon frère, je lui donne peut-être 500 000 ou bien 1 million. Je vais avoir accès à la salle des registres des enfants. Je vais avoir accès à la salle. Je suis envoyé par la secrétaire ou envoyé par le DG. Il m'a dit d'aller prendre un registre dans la salle. Et là, l'autre, il est sécuritaire physique. Il n'a pas une idée claire sur quel type de registre le monsieur veut. Il dit, bon, vous pouvez entrer. Donc, bref, c'est des cas que j'ai vus récemment, que j'ai vus, 2021. Maintenant, les YubiKey, les YubiKey sont les plus sérieux parce que c'est une clé authentique, c'est une clé qui est unique. Ça génère un mot de passe à chaque fois qu'on se connecte. Donc, le mot de passe que j'ai mis ce matin sur mon PC sera différent de ce que je mettrai après à la fin du webinaire. C'est fait que je suis en permanence en train de changer le mot de passe avec la clé. Maintenant, on me dira, ah monsieur, mais si votre clé est perdue, comment vous allez faire? Tout à l'heure, on va répondre après quand je vais continuer. Donc, le niveau 2 de sécurité, c'est local. Après physique, c'est local. Donc, il y a physique local. Le local veut dire que c'est dans mon environnement. Donc, il faut mettre le mot de passe. Il faut créer, si possible, si c'est un PC si c'est un ordinateur qui est public dans la maison ou dans l'entreprise, comme pour les secrétaires. C'est un PC qui est souvent accessible à ceux qui, n'est-ce pas, ils travaillent, s'il y a 2 secrétaires, un assistant ou bien un principal. Donc, souvent, c'est un PC qui se gère avec 2 ou 3 personnes différentes. Donc, créez un compte personnel sur votre ordinateur. Un compte avec un mot de passe. Et après, si vous souhaitez, si c'est à la maison, avec les enfants, par exemple, j'ai mon PC, j'ai des enfants, tous à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut forcément créer un compte famille.
Ah, parce qu'en local, le compte famille permet aux parents de surveiller l'enfant. Quand l'enfant va en ligne, le parent le sait. Le parent peut même définir les heures autour desquelles l'enfant ou les enfants doivent être en ligne. Et après l'heure là, le système coupe automatiquement l'enfant de la connexion Internet. Donc, c'est des conseils que vous pouvez définir. Et pour le faire, on le fait sur, quand on a un Windows. S'il y a un PC là, avec vous, on va faire la pratique pour le local, on va commencer la pratique en local. S'il y a un PC dans la salle, s'il y a un volontaire qui peut essayer, donc on va ouvrir le PC est déjà allumé, je suppose que c'est allumé, Windows, on prend un cas simple de Windows pour l'instant. On clique sur le menu démarrer et on va sur panneau de configuration, c'est-à-dire on tape panneau de configuration, ici c'est en français, panneau de configuration, et il affiche la boîte de configuration de Windows. Ceux qui sont en ligne, ceux qui sont ailleurs dans le webinaire peuvent aussi le faire de leur maison ou de leur lieu de travail. Et alors on clique sur suivant. Il y aura une page comme ça qui s'affiche. Donc quand on va cliquer sur ce qu'on appelle User Account and Family Safety. Donc, en français, ça s'appelle compte utilisateur et sécurité de la famille. Voilà. Il y a très peu qui l'utilisent d'ailleurs parce qu'ils ne savent pas pourquoi c'est là. Ouais, donc c'est un peu ça le problème. Il faut savoir aussi que ça existe avant d'aller le protéger, n'est-ce pas? Donc, quand on clique sur famille, il y a une boîte qui s'affiche comme ça, qui est comme sur mon écran. On voit Family Safety. Et il dit maintenant de configurer, n'est-ce pas, un compte famille pour n'importe quel usager. Bon. J'ai vu, il y en a aussi qui l'ont fait pour leur entreprise. Il y en a qui le font aussi pour leur entreprise. Ce n'est pas mauvais, c'est aussi bien de le faire en entreprise. Donc, définir chaque employé comme des enfants. Ils l'ont fait la dernière fois, c'était très bien. Et c'était pas en Mali, je ne sais pas. Mais c'était très bien. On définit l'entreprise comme une famille. Il y a le DG, qui est le chef de famille. Il y a la secrétaire qui est la femme. Ils ont fait j'ai aimé ça. Et là, on clique sur cette configuration et ils nous envoient un message pour dire utiliser, n'est-ce pas, la fonction de famille pour configurer le rapport des enfants sur l'ordinateur, blablabla. Donc, il affiche un message pour vous dire que c'est possible de le faire à ce niveau. Donc, on clique sur maintenant à compte et on crée le compte comme on le crée normalement sur Windows. Quand on clique sur un compte, il y a une page qui vient, on met le nom, prénom, on met si possible la profession ou autre détail sur la personne et on fait enregistrer et c'est fini. Donc, il n'y a que celui qui est administrateur qui peut le faire. Celui qui a les pouvoirs, celui qui a un accès plus élevé sur l'ordinateur, c'est lui qui peut créer le compte famille. Ce n'est pas n'importe qui peut créer ça. Donc, si le PC est à un usage limité, vous allez voir un message de Windows qui vous dira, attention, ce compte est limité. Il ne peut pas créer un compte famille. Veuillez bien contacter votre administrateur. Bon, maintenant, quand on va aller en ligne, maintenant on n'est pas local, on a fini local, local c'est fini. Quand on va aller en ligne, nous, bon, il y a des questions, il y a Yonli, il y a Bidi, j'ai mis 2 mains en ligne. Je vais faire une pause et prendre un peu quelque chose, un peu de café. Et il y a des questions posées, les intervenants, des suggestions, avant que je continue. Donc, s'il y a une question, on peut y aller en même temps avant que je continue. Oui, il y a quelqu'un qui est. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, alors, c'est qui à l'appareil, s'il vous plaît? Fatimata Bansé. Ok, Madame Fatimata. Oui, c'est bon, je vous suis maintenant. On y va, votre préoccupation. Voilà, j'avais un commentaire et une question. Quand vous étiez en train d'exposer sur les données qu'on ne doit pas publier sur Internet, j'avais un commentaire, c'était par rapport, surtout, vous avez parlé des photos que souvent, bon, si on ne veut pas que ça soit du domaine du public, on ne doit pas publier. Moi, je voulais peut-être aller un peu plus loin en disant que même pour les photos qui paraissent inoffensives, on doit se garder parfois de les publier parce que ça peut avoir des conséquences très graves. Parce que j'ai suivi des cas sur les réseaux sociaux où des femmes qui ont publié l'anniversaire de leur enfant à l'école
ça donne automatiquement l'indication sur l'école où l'enfant fréquente et en même temps, c'est une source de renseignements pour ceux qui aiment enlever les enfants, surtout les pédophiles. Et ça s'adresse surtout à ça parce que le jour de l'anniversaire, l'enfant est bien habillé, bien entouré et tout. Et on montre, bon, c'est avec fierté, ce n'est pas des photos, c'est pas... Il n'y a rien de privé. Je veux dire qu'il n'y a rien d'obscène dedans, c'est joli, on a envie de montrer que bon, voilà, c'est mon enfant, j'en suis fière. Malheureusement, ça peut être un danger de le faire. Et j'avoue que depuis ce jour, quand j'ai vu ça, j'ai arrêté de publier les photos de mon enfant. Sinon, parfois, la journée traditionnelle ou l'anniversaire, etc., j'aimais bien publier. Mais ce jour-là, quand j'ai suivi, ce qui a suivi après, parce qu'en fait, l'enfant a été enlevé, ce n'était pas en Afrique ici, mais ça peut, toute chose égale par ailleurs, ça peut arriver parce que les personnes détraquées sont partout. Maintenant, ma question que je voulais poser, c'était par rapport aux données, nos données après la vie. Après la vie, qu'est-ce que ça devient? Est-ce que nos familles ont la possibilité de récupérer ou bien de bloquer nos comptes ou de les fermer? Parce que quelqu'un qui est défunt, bon, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que les données des personnes défuntes, je parle peut-être d'expérience, il y a des moments où des gens n'ont pas commenté sur les pages des personnes défuntes. Et ils ne peuvent pas parfois savoir comment ça joue sur ceux qui sont très proches. Voilà, c'est vrai que bon, c'est des cicatrices que parfois on a envie d'oublier, mais il y a des moments où des gens vont aller à certains événements, pas forcément les anniversaires des décès, les gens vont aller commenter sur la page des personnes qui sont décédées. Est-ce que les familles ayant droit ont la possibilité de fermer le compte mail ou le compte Facebook, etc. d'une personne défunte? C'était ma question. Merci. Merci beaucoup pour la question, Fatimata. Et merci aussi pour le commentaire. Vous voyez, c'est pertinent et c'est bien clair abordé, n'est-ce pas, dans le même rayon, ce dont nous parlons par rapport aux photos. Moi, je suis vraiment... oui, je suis peiné pour les photos que les enfants postent, que les parents postent. C'est vrai, ils postent. Il faut augmenter le volume de l'autre côté. Il faut vraiment... Il faut une sensibilisation. Il faut une sensibilisation des parents par rapport à ça. Vous fermez d'abord. Il y a un écho. Donc, il y a cette question, oui, qui est très préoccupante par rapport aux photos. Donc, c'est bien, elle a donné un bon témoignage par rapport à ça. Il faut vraiment qu'on fasse attention à ce que nous postons comme photos sur Internet, c'est vrai. Et par rapport à la question de la possibilité de fermer les comptes, si possible, par exemple, dans le cas d'un décès, des membres de famille, je crois que les plateformes aujourd'hui font beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas suffisant. Je sais qu'il y a Facebook qui le fait déjà. Ils ont introduit une autre mesure d'intégrité, de confidentialité et donné la chance à chaque internaute qui a un compte Facebook au moins de décider de ce que deviendront leurs données, n'est-ce pas, après leur décès. Donc, s'il y a du temps après le webinaire, je vais vous montrer comment pour le faire. Je vais vous montrer comment c'est possible de le faire. Donc, vous pouvez décider, est-ce que vos données seront remises à un proche de la famille ou est-ce que vos données seront détruites par Facebook ou quel est le temps que vous pouvez donner, quel est le temps maximal que vous pouvez consacrer après votre décès de ce que deviendront vos données. Mais en réalité, comme j'ai dit, en réalité, rien n'est détruit sur Internet. Malheureusement, c'est comme ça. Malheureusement, on n'y peut rien. Ce qui va sur Internet, la probabilité qu'on vous dise que votre donnée est détruite, c'est tellement faible. Il ne faut pas que quelqu'un vous dise « Ah, moi, je vous donne la garantie, vos données sont détruites. » Vos données sont détruites. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas une garantie par rapport à ça. Parce qu'on ne sait pas dans le futur ce qu'on peut retrouver avec le passé. Donc, il faut vraiment qu'on fasse juste attention à mettre le peu que nous pouvons sur Internet. Donc, on fera une démo, n'est-ce pas, par rapport au cas du décès. Je vais vous le faire, c'est promis. Je vais vous le faire. C'est dans mes notes déjà aujourd'hui. Donc, il y a Fatimata a demandé
que deviennent les données, n'est-ce pas, après décès. On va voir ce qui est possible de le faire. C'est sur Facebook déjà. On va faire une démo sur Facebook au moins, pour que vous voyez. Alors, il y a une autre main en ligne. Je vais continuer un peu, n'est-ce pas, les amis. On va continuer un peu et aller un peu vers les conseils. Un peu vers les conseils et surtout sur le plan digital. Je suis sûr qu'en évoluant un peu, quelques-uns pourront, n'est-ce pas, mieux comprendre et quelles sont les précautions qu'ils vont prendre pour ne pas être victimes après. Donc, je vais continuer un peu et là, après, il y aura un temps de questions. Je vais donner du temps aussi aux questions qui vont venir après les conseils. Là, je vais plus, n'est-ce pas, me concentrer sur les démos, sur les démonstrations qu'on va faire ensemble. Au pire des cas, on peut le faire la semaine prochaine, au moins, quand vous avez une idée un peu plus pratiquement comment vous allez le faire. OK? Donc là, j'étais sur le titre 3, la sécurité maintenant en ligne. Et là, je viens avec l'idée de la sécurité en ligne. Comment se protéger maintenant en ligne? On sait que physiquement et localement, on a fait les cadenas, les mots de passe. Oui, c'est bien. Bon, maintenant, nous voulons aller en ligne. N'est-ce pas? Nous voulons aller en ligne. Il faut qu'on garantisse maintenant 3 choses. La confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Ça, j'appelle la CIA. Confidentiality, integrity and availability. Donc, il faut que le monsieur ou la dame qui veut se mettre en ligne sache qu'une fois que la machine ou le téléphone, la tablette, se met à la seconde sur Internet, c'est comme si on est au dehors. C'est comme si dans la vie active, on quitte la maison, on va au portail, et du portail, on est dans la rue. Et la rue, c'est ça qui est devenu Internet aujourd'hui, en ligne. Tout le monde vous voit. Lorsque vous sortez de la maison, on vous voit. Lorsque vous êtes nu ou habillé, on le voit, on le sait. Et les gens qui passent, n'est-ce pas, à côté de vous, quand vous prenez une moto, vous prenez un taxi, considérez ce monde-là comme le monde Internet d'aujourd'hui. Donc, lorsque nous allons taper en ligne, www.facebook.com, c'est que déjà on demande à l'appareil de quitter le portail et d'aller dans la ville, d'aller sur une adresse spécifique, exemple facebook.com. Alors, pour le faire et pour se connecter à une plateforme, il faut se protéger maintenant en ligne. Donc, il y a différentes méthodes, comme par exemple le changement de mot de passe. Ah, j'ai un mot de passe, oui, en local. Maintenant, je vais aller en ligne. Est-ce que mon mot de passe de Windows doit être encore utilisé sur Facebook ou bien sur mon Gmail? Ah, c'est une question très importante. Je sais qu'il y a de cela quelques semaines, quelqu'un aussi a eu ça comme victime. Quelqu'un a pu avoir accès à sa machine locale et la personne a imaginé qu'elle avait le même mot de passe sur son Yahoo. Et facilement, ils ont ouvert son Yahoo. Et il dit, ah, mais non, comment tu as fait ça? Ce n'est pas de la magie. Parce qu'il a mis la même chose partout, même sur Twitter. Il faut que nous, en tant qu'usagers, nous prenions conscience de vraiment surveiller nos activités quand on est au dehors, quand on est en ligne, au dehors en ligne. Et que les changements que nous opérons sur les programmes qui sont sur l'ordinateur ou qui sont sur la tablette, sur le téléphone, s'appliquent automatiquement aussi en ligne. Quand je vais taper un mot de passe sur mon Facebook, je suis déjà en ligne. Mais là, il y a un autre problème. Parce que le clavier que j'utilise, quelqu'un, un pirate informatique ou bien attaquant, quelqu'un peut, n'est-ce pas, voler mon mot de passe sans être physiquement dans mon dos. Exemple, si Fatimata ou Nadège, par exemple, a, n'est-ce pas, accès à un appareil, un ordinateur, et elle veut aller sur son Yahoo, par exemple, son mail Yahoo, par exemple, et que moi, je lui envoie un petit programme qui peut copier les touches qu'elle tape sur son clavier directement, au fur et à mesure que la dame tape son mot de passe, moi, je vois ça ici sur mon écran en même temps. Je sais qu'elle a mis tel mot de passe, je copie ça, je change le mot de passe et je la mets au dehors de Facebook. Donc, il vaut mieux utiliser un clavier virtuel. Et c'est disponible gratuitement sur Windows. Quand on va sur Windows, on tape démarrer, on tape clavier visuel.
Moi, je vous recommande de taper vos mots de passe toujours avec un clavier visuel. Les banques aujourd'hui, surtout en Afrique, ont commencé à comprendre ça. Surtout, il y a un biais qui le fait déjà. Les banques ont compris parce que lorsqu'on va sur un compte bancaire en ligne, c'est dangereux de mettre un clavier physique. Les banquiers ont maintenant forcé les utilisateurs à utiliser un clavier virtuel pour taper leur mot de passe. Et il faut toujours utiliser différents mots de passe pour différents comptes. Et je l'ai mentionné, je l'ai insisté plusieurs fois, n'utilisez jamais le même mot de passe de votre Facebook ou votre email de travail. C'est deux choses différentes. Séparons la communauté sociale, n'est-ce pas, du monde professionnel. Les mots de passe ne doivent jamais être identiques. Autre mesure de sécurité en ligne, c'est l'aspect biométrique. Qu'il faut aussi, bon, c'est pas trop important pour nous, en tant que civil, pour l'instant, c'est pour l'entreprise et cette mesure de sécurité. Pour nous, ce n'est pas encore ça. On peut se retenir juste au mot de passe, clavier virtuel, ou bien, si vous avez plusieurs comptes, Yahoo, Gmail, Facebook, et que vous allez vous embrouiller, il y a des outils que vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, pour sauvegarder vos mots de passe en ligne. C'est comme des coffres-forts. Il y a l'exemple de LastPad. LastPad, je vais vous l'écrire dans le chat. Il y a le LastPad, par exemple, que vous pouvez utiliser pour mettre tous vos mots de passe, n'est-ce pas? Et là, il y a des questions qui sont venues dans le chat. C'est bon. Continuez à faire du chat. Je vais répondre aux questions lorsque je vais finir de présenter cette partie. Donc, lastpass.com. OK? Donc, ça, c'est un outil qui vous permet de sauvegarder vos mots de passe dans un seul outil qui vous suit partout. Exemple, moi, j'ai un LastPass sur Chrome, par exemple. OK? Sur Chrome ou bien sur Mozilla ou bien sur un navigateur Firefox. J'installe LastPass comme extension sur mon navigateur. Je crée un compte LastPass. Et il me demande de créer aussi un compte master. Et si je dois faire la démo, c'est qu'il faut que je me connecte sur, je vais voir. Je vais essayer de faire une démo rapidement. Comme il y a des LastPass, c'est le plus facile aujourd'hui à utiliser par les citoyens. C'est plus facile à utiliser plus que tout le reste. Donc, lastpass.com, je vais essayer de mettre mon écran sur ceci pour que vous voyez ce que je fais. Je reviens sur ça. Je vais essayer de le faire. Attendez. Donnez-moi une seconde. Et zoom est déjà un peu plus. Oui, il y a déjà Ouedraogo qui utilise LastPass. Il y a des gens qui sont déjà sur LastPass. Donc, c'est très populaire, c'est très facile à utiliser. Et merci beaucoup, monsieur Ouedraogo. Donc, il y a déjà ça qui est disponible. Donc, on va sur lastpass.com. Et pour y aller, on tape juste www.lastpass.com. Ça veut dire the last password you will remember. C'est un terme anglais. C'est le dernier mot de passe. Il faut se rappeler. Donc, avec LastPass, plus besoin de mémoriser plusieurs mots de passe, entreprise, famille, compte bancaire, carte Visa. Et donc, avec un seul mot de passe, j'ai tous les autres mots de passe. Et c'est un coffre-fort, ça veut dire que lorsque j'oublie mon mot de passe, master, administration, je ne peux plus pas avoir accès à mon coffre-fort et je perds tous les mots de passe. Donc, pour se connecter à LastPass, je mets mon email, je fais une démo. Donc, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Je fais une démo pour tout le reste qui ne sont pas encore sur LastPass. Mot de passe, oui, je mets ça en même temps. Et il me dit ici, il y a cet onglet qui dit « Voudrez-vous sauvegarder votre mot de passe sur Firefox ?» Ah, c'est aussi une mesure de sécurité en ligne. Si le PC que vous utilisez n'est pas pour vous, si c'est un PC commun, il faut juste dire non, de ne pas sauvegarder. Donc, c'est votre propre PC et que vous faites confiance à votre propre PC, vous pouvez dire enregistrer. Mais là aussi, il y a un petit risque, mais ce n'est pas aussi élevé que de ne pas mettre ça. Donc, je vais mettre, dans mon cas, je mets dans C. Moi, je laisse sur mon YubiKey. Donc, pas le sauvegarder. Donc, quand on est ici, par exemple, il met
votre coffre-fort. Il vous dit, voilà votre menu, mot de passe. Donc, j'ai ici la liste des mots de passe que j'ai enregistrés sur, n'est-ce pas, mes différentes plateformes que j'ai utilisées dans le passé. Et j'ai ici les notes que j'ai enregistrées sur le PC, adresses que j'ai enregistrées et les cartes que j'ai enregistrées, les banques que j'ai enregistrées. Donc, il trace un peu l'historique de mon coffre-fort que j'ai. Et quand on va sur l'option tous les éléments et qu'on fait une recherche sur Facebook, vous allez voir, il montre tous les comptes Facebook, n'est-ce pas, que j'ai sur le PC actuellement. Donc, il me montre les différentes adresses Facebook que j'ai. Mais si je mets, par exemple, Google, il me sort toutes les adresses Gmail que j'ai ici. Mais pour créer autre coffre-fort, autre tiroir dans le coffre-fort, je peux cliquer sur plus, qui est ici, et faire ajouter un nouvel élément, mot de passe ou autre chose. Ou bien, si je suis sur un site, exemple, je suis sur un site par exemple, je vais ajouter ce site-là dans mon LastPass. Mais là, je suis Firefox. Il me demandera n'est-ce pas, il me demandera de créer une extension de LastPass. Et là aussi, pour le faire, ça dépend aussi de là où nous sommes comme navigateur. Quand c'est sur Firefox, je peux le faire directement d'ici avec l'onglet de menu de Firefox. Je vais sur directement le menu extension. Bon, là, c'est en anglais, c'est add-on. Et il me dit, voilà la liste des add-ons que j'ai pour l'instant. Je veux LastPass. Là, c'est écrit en haut. Et rechercher, je mets là LastPass. Je fais entrer. Et là, il me redirige vers le marché, vers le Play Store de Firefox. Et il me dit, oui, il a trouvé LastPass Password Manager. Et il dit que c'est vraiment très populaire. Donc, quand je ouvre ça, je vais l'ouvrir. Et je vais maintenant cliquer sur Ajouter à Firefox. Et là, maintenant, il va ajouter l'extension de LastPass sur mon browser, qui est Firefox. Et là, je ne vais plus aller taper www.lastpass.com qui est trop long. Je verrai une extension, n'est-ce pas, s'installer directement sur mon navigateur. Et je pourrais cliquer sur ça et me connecter automatiquement à chaque fois quand je viens sur mon PC pour aller en ligne. Donc, c'est une mesure très populaire. Mais il y en a plein. Il y a aussi RoboForm. Il y en a plein. Il y en a plein. Je peux ajouter. Donc là, il va venir sur mon Firefox, c'est lui qui est ici. Et là, je peux aller directement sur ça, cliquer sur les 3 points. Voilà. Et je fais OK. Je fais autoriser. Non, je fais OK ici directement. Et il va se mettre en rouge. Il se met en rouge quand je me connecte. Là, ici, il fait un tour. Il vérifie. Il vérifie. Il vérifie. Donc, si c'est bon, maintenant, il me met en ligne et il m'autorise à avoir mon compte directement, mon Firefox. Je fais accepter. Voilà encore un contrat. Donc, chaque plateforme, comme vous le voyez, chaque plateforme a un contrat qui vous lie avec la plateforme. Donc, moi, je ne mets rien de sérieux, n'est-ce pas, pour ne pas vous mentir. Moi, c'est mon domaine, donc c'est pas pour dire que je vous le dis. Je ne mets rien de sérieux, au fait, sur Internet. Oui, donc, je mets juste ce qu'on me demande. Comme il dit d'entrer un nom, je mets un nom. Maintenant, il faut que je sois sûr de ce que je vais faire avec un individu avant de décliner mon identité juridique qui est confidentielle. Quand je fais différents webinaires, les gens vont souvent différents noms. Mais je me suis dit non, et ce webinaire, c'est à but éducatif. Il faut informer la société civile. Donc, d'où j'ai mon nom juridique qui est Roger Fassinou, que vous voyez sur l'écran à chaque fois. Fait yes. Mais sur LastPass, vous verrez autre chose. Partout, vous allez voir autre chose que je mets. Exemple, et je vais lire, il tourne encore ici. Bon, bref, je vais faire la liste des add-ons, des extensions et vous l'envoyer aussi après ce webinaire pour que vous ayez une idée de comment les utiliser et comment, n'est-ce pas, et mieux s'en protéger. Il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est gratuit, par exemple. Il y a une version qui est entreprise, mais qui est aussi très bien, mais qui n'est pas appropriée n'est-ce pas, à tout le monde. Donc, revenons sur, je vais le fermer, revenons sur là où nous étions. Donc, quand je fais ça, je vais sur le marché et il me montre d'autres plateformes. Il y a aussi ceci,
qui est RoboForm. Ça aussi, je l'ai utilisé, c'est très bien aussi. C'est aussi très sécurisé. Il y a RoboForm Password Manager qui est aussi bon quand on est en ligne. Donc, votre compte Facebook, vous pouvez aussi installer dessus RoboForm et Twitter. Donc, il va vous aider à gérer vos plusieurs mots de passe différents pour votre sécurité personnelle. Donc, je reviens maintenant sur là où on était sur la configuration, n'est-ce pas, des outils en ligne. Et on parlait d'un point très important par rapport, n'est-ce pas, à la sécurité en ligne. Donc, ils sont pleins. Donc, tout ce qui est là, comme mot de passe, gestion mot de passe, et c'est accessible à tout le monde, mais ce n'est pas gratuit, n'est-ce pas, pour tout le monde. Il faut vraiment voir à quelle fin vous voulez, n'est-ce pas, les utiliser. Et on a parlé déjà de YubiKeep dans le passé. On a dit ça. Alors, avant d'aller en ligne, c'est un peu dense. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier votre navigateur. Si c'est sur un téléphone, je vais voir si j'ai des questions. Allons sur les questions. Je vais voir si j'ai des questions ici. Ouais, le chat, un instant. Le chat n'est pas encore. Je vais voir si je vois le chat. C'est ici. OK, je vois ici, il y a quelques réactions. Quelqu'un dit, je n'ai pas compris le mode opératoire de... OK, ça, c'est à passer. Et monsieur Idrissa Ouedraogo, oui, quand on dit des cookies, voilà, on va en venir tout à l'heure. Les cookies, c'est dense. Les cookies, comme on demande d'accepter, oui. En fait, les cookies ne sont pas très mauvais en tant que tel. Un cookie, c'est un mot anglais. Cookie veut dire gâteau sucré. Un gâteau sucré avec des raisins. OK? Donc, cookie, c'est un petit fichier. Si j'ai ici un modèle, si j'ai ici un exemple, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un fichier test. OK? Un fichier comme un test, comme un bloc-notes. Un bloc-notes dans lequel il y a des informations qui vous concernent. Par exemple, votre identité, votre GPS, votre localisation physique. Exemple, la date de votre navigation sur Internet, sur Facebook. Donc, chaque plateforme a ce petit fichier qu'il dépose sur votre... Je vais voir si j'ai ici un modèle. Il a posé une bonne question, mais je crois que le temps nous est compté. Un instant, si je trouve ici un cookies pour vous là. Allons sur préférences. Bon, l'écran est parti, n'est-ce pas? L'écran est parti. Voilà les effets de zoom. Je vais essayer de prendre l'écran. Je vais faire un new share, si c'est possible de faire un new share. Allons sur cet écran. Est-ce que vous voyez cet écran? Peut-être pas pour l'instant. Je vais voir si je peux ouvrir ça. C'est ça ici. OK. OK. Hold Shift to select multiple windows. Bon, là, vous voyez mon écran maintenant. Vous voyez mon écran qui est ici, n'est-ce pas? Vous voyez mon écran qui est ici. Je vais aller derrière. J'ai ouvert Firefox, qui a aussi un navigateur. Firefox, c'est là où je suis pour l'instant. Je l'ai ouvert, il est venu. Donc, quand je suis sur le menu de Firefox, il y a une partie configuration, préférence, ou bien si c'est en français, vous allez voir paramètres en français, paramètres. Donc, préférence en anglais. Et ici, on tape peut-être cookies. Là, il vous dit ici comment il a trouvé le mot cookies dans plusieurs références. N'est-ce pas ici? Donc, ici, il dit cookies and site data. Et il dit, vous sauvegardez les cookies, les données de site et les caches. Et actuellement, il a déjà enregistré 42,1 mégas sur mon espace disque. Donc, ces cookies-là, je peux les voir. Je fais manage, gérer. J'ai vu que LastPass a déposé un cookies il y a 5 minutes sur mon Firefox. Et que le marché de Mozilla, là où il y a Firefox, là où on est ici, ce marché-là, ce marché qui est ici, Addon Mozilla, a déposé aussi un cookie il y a 4 minutes. Et chaque plateforme veut déposer. Pour que je mange. Pourquoi? Parce que, au fait, les cookies, leur avantage, ça permet à la plateforme de se souvenir de vous, de se rappeler de vous et de votre passage, n'est-ce pas, dans leur système. Donc, si je vois que Ouedraogo est allé sur mon site, il est allé sur mon site, Roger Fascinon, il a vu mon nom, mon profil,
il a vu mon profil, il allait en bas, il est content. Il a vu en bas, il allait en bas. Et je peux mettre le cookies pour suivre son mouvement sur mon site, pour voir quelle est la zone qui l'intéresse sur mon site. Quel est le produit qu'il aime voir? Est-ce qu'il aime les chaussures? Est-ce qu'il aime les téléphones? Est-ce qu'il aime trop les vidéos? Et ça fait que moi, je peux vendre ces données à une compagnie de publicité, par exemple, de chaussures, ou de vente de chaussures, pour qu'après, on envoie à Ouedraogo les marques de chaussures. Qui vous souviennent qu'il y a des usagers qui vont sur Facebook, et après ça, après 2 ou 3 jours, même une semaine, on leur envoie un mail qui est carrément similaire à un produit qu'ils ont vu il y a 2 semaines sur Facebook. Ce n'est pas un hasard. C'est les cookies qui permettent, n'est-ce pas, de voir quelle est votre, quelle est votre préférence. What do you like? Et là, ils pourront savoir comment mieux vous servir. C'est du marketing intelligent, c'est du marketing intelligence. Ça fait que la compagnie va mieux vous servir. Par exemple, on vous donne des lots de produits dont vous aimeriez payer déjà. Et ça facilite l'usage. Maintenant, les conséquences des cookies. Lorsque l'utilisateur accepte les cookies, c'est qu'il accepte que la plateforme enregistre ces données comme adresse IP, et là où il est actuellement, dans son pays, sa ville, son état, son code postal, qui sont enregistrés dans un petit fichier qui est ici. On va l'ouvrir, voir si on peut l'ouvrir. Et il dit non, que je ne peux pas ouvrir, je peux que supprimer. Mais il y a un moyen de le voir avec du code. On peut le voir avec du code. Mais on sait que c'est là. On sait qu'il y a un fichier qui est là, qui est disponible. Donc, je peux dire non, de ne pas les garder sur le site. Et je peux le dire non en disant quoi? En disant détruire, supprimer. Et là, il enlève ça. Mais en le faisant, je supprime les données de connexion que j'ai mis sur le site. Au départ, quand il fait laspace.com, il m'a montré une page de mon coffre-fort. J'ai fait sign in, j'ai fait login, j'ai fait email et mot de passe. Sans les deux là, je ne peux pas me connecter. Donc, si j'efface les cookies, il me demandera à nouveau de me reconnecter. Pourquoi? Parce que le cookies n'est plus disponible dans le système. Exemple, si je fais rafraîchir la page, si on reprend, voilà, je mets rafraîchissement, cookies, il n'y aura plus cookies de l'espace. Je l'ai supprimé, il n'est plus là. Donc, si je viens en bas, fais manage, il est revenu. J'ai encore ça sur le PC. À moins que je le fasse carrément. Je fais encore remove. OK. Save change. Voilà. Je fais save, remove. Voilà. Là, c'est parti. C'est plus là. Si je reviens, il n'est plus là. Je l'ai effacé. Donc, je peux mettre non dit, efface tout. Et en faisant ça, j'efface les cookies sur le PC. Donc, ce qui est bon, à chaque navigation sur votre ordinateur, moi, je vous le conseille, effacez les cookies de votre machine parce que ça permet de retracer l'individu. Et aujourd'hui, il y a PayPal. PayPal, c'est une plateforme de paiement digital. PayPal utilise beaucoup les cookies pour identifier la connexion d'une personne sur un compte PayPal. Si j'ai créé un compte PayPal sur... je donne un exemple. Je suis peut-être en France. Je suis en France. J'ai créé un compte PayPal en France. Je viens maintenant au Burkina. PayPal va détecter le changement d'adresse IP automatiquement et vous bloque de vous connecter à votre compte parce qu'il dit attention, ce monsieur n'est pas en France, il ne faut pas qu'il ait accès à ça parce que le cookies qui le référençait était lié à la France. Ouais, c'est un peu ça, un peu le cookies. Donc c'est dangereux parce que maintenant, si un individu est mal parti, il peut prendre le cookies et voler ça. On peut voler le cookie de quelqu'un. Si c'est encore là, sur une machine, quelqu'un de mal intentionné peut voler votre cookies, n'est-ce pas? Avec un VPN, il se met dans l'état de la France, même si c'est au Burkina, et il met le cookies dans votre machine, votre navigateur, et se connecte comme s'il était en France. Mais alors que physiquement, il est au Burkina. Donc voilà le risque, les conséquences des cookies. Il vaut mieux les supprimer. Au fur et à mesure que vous naviguez, j'ai montré sur Firefox comment les supprimer. Il y a aussi des moyens, il y a aussi pour Chrome, il y a aussi pour Safari. On va revenir après sur ça. Je continue là où j'étais avec
avec le chapitre. Il y a des questions encore et quelqu'un dit, et si vous oubliez, il y a un sondage qui a écrit, elle dit, et si vous oubliez votre mot de passe journalier, comment récupérer le compte? Un mot de passe à chaque connexion, est-ce prudent ou de... Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui oublient leur mot de passe. C'est à cause de au fait qu'on a conçu LastPass. Donc, il faut juste se rappeler d'un seul mot de passe une seule fois et vous avez tout le reste. Comme je l'ai fait, j'ai mis LastPass, mon mot de passe est principal. J'ai eu accès à mes comptes Facebook, Google, comme j'ai montré sur l'écran tout à l'heure. Donc, c'est un peu ça. Sur notre Windows 10, on n'a pas cela. Il y a ça sur Windows 10. Et je n'ai pas un écran Windows 10 devant moi ici, mais je vais vous dire, et bon, je me demande un peu qu'est-ce qu'il veut dire par Windows 10, parce que c'est aussi ça le problème. C'est LastPass. LastPass là, il est en ligne. LastPass est en ligne. C'est sur un navigateur, ce n'est pas sur Windows. Maintenant, on peut l'installer comme WhatsApp sur une application. On peut l'installer, OK? Et je vais laisser la parole à monsieur Bonsou, parce que je suis presque à midi. Allô? Vous me recevez? Oui. Oui, monsieur Fassinou a quitté ou non, il est toujours là? Allô, monsieur Fassinou? Je crois qu'il était en train de dire qu'il était à la fin de sa présentation. Enfin, si j'ai bien suivi, corrigez-moi si ce n'est pas ce qu'il disait, parce que j'ai été un peu coupé. Monsieur Yonli, c'est bien ce qu'il disait. Oui, j'ai dû avoir ici une coupure. Ouais, ça, c'est l'Afrique, ça. Donc, il y a ce problème de déconnexion qui arrive chaque fois. Monsieur Bonsou. Oui, oui, je vous reçois. Oui, je vois que le temps est parti, mais je crois que c'était devenu un peu... J'étais déjà très dans l'ambiance de ce thème-là. Mais... Bon, OK, on va essayer d'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais peut-être revenir sur ça, sur les points, les questions qu'ils ont posées, et essayer de les clarifier, soit par mail, ou bien je vais aussi attendre la séance prochaine. Qu'est-ce qui est souhaitable? Bon, j'ai des questions ici qu'il faut je crois que je réponde. Je peux déjà, les... on va mettre votre adresse à disposition des auditeurs et pour des préoccupations, pour les questions, ils pourront toujours continuer à vous écrire en attendant que... parce que je crois que la session prochaine, ce sera avec le second groupe. Donc, en attendant, je ne sais pas, Okay. Vous allez revoir ce groupe très bientôt. Donc, c'est souhaitable de continuer à échanger par mail. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Parfait, parfait. Non, c'est bien. J'ai aimé l'initiative. C'est une très bonne initiative. Moi, je vous encourage. C'est une belle initiative et que la communauté même comprenne l'enjeu, n'est-ce pas, dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin et je suis très impatient, n'est-ce pas, de vous retrouver après, n'est-ce pas, pour de futures connexions. Chers amis, c'était vraiment un plaisir et j'ai aimé les réactions de tout chacun. J'ai beaucoup appris de vous et j'ai vu que j'avais une audience très, n'est-ce pas, très informée. Et c'est déjà un pas pour nous tous dans la communauté. Et il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on protège nos données sur Internet par tous les moyens. Et on va continuer, n'est-ce pas, avec cela. Merci beaucoup, M. Bonsou, et merci à tout le monde. Merci à vous et à très bientôt. Oui.